Et bien allez, je vous propose maintenant de passer aux lectures achat manga. Comme d'habitude, j'ai fusionné les deux parce que j'essaye de lire au maximum ce que j'achète pour pas les laisser traîner, etc. Donc voilà, on va passer là-dessus. Il y a donc des titres que j'ai déjà évoqués chez Monsieur Mangas, qu'on a vu un petit peu plus en détail. Je vais quand même les réévoquer ici, donc ça peut faire doublon, par rapport à l'autre émission pour ceux qui ont vu les deux, mais c'est bien d'en reparler ici. Alors, et je vous propose de commencer justement par les 3 que j'ai déjà vus avec Monsieur Mangas. Donc le premier, et je vais faire attention aux images que je montre, le premier c'est celui-ci, c'est Lyrica. Donc Lyrica qui est sorti chez EMHO il y a quelques temps. Donc c'est du gekiga érotique, je dirais. Donc vous allez voir, c'est un trait qui est très fin à la Maruo. Voilà, donc ça je peux vous montrer. Voilà, c'est un trait qui est très très fin à la Maruo, donc vous ne serez pas dépaysé de ce côté-là. C'est beaucoup d'histoires courtes. Hop là. Voilà, vous allez voir, c'est beaucoup d'histoires assez courtes comme ça. C'est des histoires qui sont assez dérangeantes, assez parfois un peu, voilà, je vous montre des planches que je peux vous montrer, assez déroutantes. Et en fait, c'est une sorte de recueil qui mélange poésie, lyrisme, couplé à de la sexualité parfois un peu exacerbée, peut-être un peu déviante par moment, en tout cas une sexualité qui n'est pas contrôlée, qui est très souvent dans la pulsion aussi de ce côté-là. C'est des personnages qui sont beaucoup perdus dans leur tourment, dans leur pensée, ils sont dans leur monde, et on a un peu l'impression de lire une sorte de poème imagé. C'est ça ça me fait penser, Lyrica. Une sorte de poème imagé, et hop là, ça on peut montrer comme ça. Et donc, on a beaucoup de scènes érotiques plus dans le sens des scènes très explicites. Et hop là. Et vous voyez, voilà, on a des scènes comme ça, très visuelles, d'ambiance et tout, et avec des personnages qui ont des envies morbides, des envies de meurtre, de viol par moment. En tout cas, ils ne contrôlent pas leurs pulsions, notamment sexuelles, comme je disais. Les personnages sont pas tous, comment dire, sont pas tous très sains d'esprit de leur côté. Il y a beaucoup de fuites corporelles aussi, donc attendez-vous à des choses vraiment pour les 18+. C'est un trait qui est particulier, très fin, très beau et à la fois très, comment dire, un peu malsain. Il y a un côté malsain qui ressort, je trouve, dans les ambiances. Je ne peux pas vous montrer les vraies images parce que vous savez, vous connaissez les réseaux sociaux. Voilà, mais ça, je peux vous montrer des choses comme ça. Là, c'est très soft. Hein. C'est un trait aussi qui est très particulier parce qu'on a beaucoup d'ombre. J'essaie de retrouver un personnage. Voilà, par exemple, ce personnage-là, je vais mettre ça là. Ah non, je peux pas. On va éviter. Ah, c'est dur. Hein. Là, il n'y a que des images qui ne passent pas. Mais en gros, c'est des fois, il dessine des personnages avec des sortes d'ombres. Alors, c'est pas l'image qui représente le plus. Hop là. C'est pas l'image qui représente le plus. Je pense que c'est ça. Ça, c'est pas mal pour montrer. Alors, sorte d'hermaphrodite peut-être ici. Où on a voilà, un trait qui est à la fois hyper précis, mais avec pas de trame, de noirage. Enfin, c'est un peu particulier. Même des fois, c'est des personnages, on dirait des poupées en fait. Alors, oui, on a ce côté un peu très sexualisé, des sortes de poupées. On a même des personnages qui sont très androgynes, voire hermaphrodites par moment. Dans la manière de raconter les histoires, il y a un côté aussi qui est très théâtral, très surréaliste. Donc il y a une grosse recherche graphique au niveau de la composition, au niveau de tout ça.
Ça donne un ouvrage qui sort des sentiers battus, sort de comment dire, de ce qu'on a l'habitude de lire. Et donc c'est typiquement le genre de récit où il faut, euh, il faut lui laisser des relectures. C'est-à-dire que quand on n'est pas accro à la poésie, on n'est pas sensible en tout cas à la poésie, au lyrisme, à tous ces points-là, ça peut soit vous passer par-dessus totalement, soit, comme tu le dis Boris, sympa, mais pas plus. Parce que je pense qu'il y a une sensibilité à développer pour apprécier ce genre de récit. Là, la première, c'était une découverte, une sorte un peu de choc par rapport à ce que ça propose. J'essaie de vraiment de vous montrer que des images soft. De trucs par rapport à ce que ça propose, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude. Et pour moi un manga qu'il faut relire, prendre le temps d'apprécier pour ce que c'est. Je vais vous montrer cette image-là, ça pourra passer. D'apprécier en fait pour ce que c'est et de se laisser embarquer par la folie des personnages, la folie des univers, ce côté très à la fois par moments lubrique mais très excentrique et ce côté malsain en fait qui se dégage des histoires. Et l'auteur le dit en fait, il voulait vraiment dessiner un truc hors case qui ne sort de la comment dire, qui sort des trucs mainstream, et c'est dans le Gekiga érotique qu'il va arriver à s'exprimer comme il voulait. Il voulait faire une sorte quand même d'art en fait visuel. Et c'est vrai que graphiquement ça se rapproche à du Maruo. Maruo fait aussi de l'Eroguro, et donc automatiquement on rapproche les deux styles. Et c'est vrai qu'en parlant avec Monsieur Mangas, je pense pas que c'est le style Eroguro qui est comme ça, c'est juste deux auteurs qui ont envie d'exprimer un style avec un trait extrêmement fin, et plus le trait est fin et plus il peut se permettre de rajouter des détails de ce côté là. Alors, on a des magnifiques planches comme ça. Donc voilà, donc c'est un livre qui est difficile à conseiller, parce que c'est pour ça que je vous donne des clés ou des pistes par rapport à ce que vous pouvez aimer ou pas. Et donc là, ça vous donne une idée graphiquement des histoires, de qu'est-ce que ça peut donner. Et si ça vous correspond, n'hésitez pas à découvrir. En tout cas, on a beaucoup de pages comme ça. Il y a une sorte de lyrisme et des fois des paroles assez crues, ou des scènes très voilà, très chaudes, je dirais. Donc voilà, c'est vraiment 10 plus, c'est pas que de l'érotisme classique, enfin c'est pas de l'érotisme, c'est vraiment des actes sexuels à l'intérieur, quoi. Voilà pour Lyrica. Donc là, je vous ai fait une présentation. Comme je vous ai dit, j'ai aimé sans aimer, c'est-à-dire que je pense que j'ai pas cet affect à la poésie pour vraiment l'apprécier à sa juste valeur. Et là, maintenant, il faut que je me le relise plus tard et me dire, bon, maintenant que je vois de quoi ça parle, je m'imprègne des paroles, je m'imprègne de la manière dont ça a été écrit, de l'ambiance, de la pagination, de la mise en case, etc. Et de l'apprécier pour ce que c'est, en fait. Un manga sur la poésie, et une poésie violente, quoi, entre guillemets. Voilà, donc ça c'est pour Lyrica. Ensuite, je vais vous parler donc de Pomme Mécanique. Pomme Mécanique est sorti chez donc Isan Manga, donc le dernier Tezuka qui est sorti chez eux. On en a parlé du coup aussi durant le live. On n'a pas eu le temps de se revoir d'ici là. Qui l'a lu, Pomme Mécanique? Alors, Pomme Mécanique, du coup, c'est un recueil d'histoires qui était déjà sorti en anglais. Est-ce que je l'ai là? Pomme Mécanique. Voilà. Qui était sorti donc dans cette édition en anglais. Donc j'avais déjà pu lire l'œuvre, mais bon, comme c'est des histoires courtes, vous doutez bien que je ne me rappelle pas de tout. Et donc là, dans l'édition originale, on a 8 histoires, et si on regarde bien cette édition-là, hop, voilà, ici, on a 10 histoires. Donc il y a eu 2 histoires de plus qui ont été rajoutées. C'est l'histoire numéro 2 et l'histoire numéro 4. En fait, alors elles vont bien avec le récit, c'est pas un souci,
Mais en réalité, ces histoires, elles sortent d'où? Eh bien, elles sortent en fait de l'histoire qui accompagnait la sortie le volume de Bomba et le volume de La Mélodie de Fer. Puisque dans l'histoire, dans les trucs originaux, à la base, c'est 2 livres. Ils ont pris les 2 histoires principales, ils les ont mis ensemble, et donc ils ont complété ce recueil avec les 2 histoires manquantes. Donc ça, c'est pas grave, ils font le mix qu'ils veulent, c'est pas un souci, mais c'est pour ça qu'on a 2 histoires de plus. Et par exemple, dans La Mélodie de Fer, ici, que j'ai en anglais, on a une histoire à la fin. De toute façon, La Mélodie de Fer s'arrête ici. Voilà, The White Shadow, avec... hop, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-ci, pardon. Voilà, c'est Révolution. Et Révolution, puisque White Shadow, il y est déjà. On le voit là avec ce docteur, l'hôpital et compagnie, Yasue. Et en fait, on va la voir ici. Hop, Révolution, chapitre 2. Voilà. Le chapitre 2, page 69. Hop là. Voilà, c'est exactement le même. Donc voilà, donc là vous êtes au courant de ça. Alors, les histoires, donc, elles datent entre 68 et 73. Donc on est vraiment sur un Tezuka dark à ce moment-là, une période où c'était pas sa meilleure période pour lui. Et c'est vraiment des histoires qui vont parler de la noirceur humaine de manière générale. Alors, lors des histoires, je ne sais pas pourquoi, mais elles ne correspondent pas du tout ni à l'œuvre, au bouquin original, ni par ordre chronologique. Et bon, je peux comprendre qu'ils mettent Pomme Mécanique en premier parce que c'est le nom du recueil. Après, c'est vrai, j'ai pas trop compris le choix de l'ordre. Donc, dans cette noirceur humaine, on a plusieurs histoires, genre une personne isolée qui va être manipulée par le sorte de mouvement révolutionnaire qui tente une prise de pouvoir. Donc on a un peu l'impression que ça fait une référence à la Corée du Nord. Je le voyais un petit peu comme ça. On a donc une sorte d'histoire de réincarnation dans le passé. Donc ça, c'est l'histoire qu'il y a dans Melody of Iron, qui est très sympa de ce côté-là, mais qui traite de la révolte étudiante et de la répression de l'État. On a une histoire, hop là, qui est ici. Non, voilà, qui est ici, là. Donc cette fois beaucoup plus futuriste. Donc le retour qui parle de la cruauté humaine, avec des références comme 2001, l'Odyssée de l'espace, ça fait très 2001. Et dedans, on a des références qui ne sont pas sorties, mais qui font référence en tout cas à The Thing ou Alien, qui sortiront des années plus tard. Notamment avec cette scène-là où un alien la féconde, ou les monstres qui apparaissent, ça fait bref, des trucs assez cool dedans. On a la 4e histoire qui venait de Bomba, où c'est une histoire d'alpinisme, donc voilà, qui est plutôt prenant et captivant, et qui est quand même qui est quand même assez noir, et qui montre justement aussi que l'homme est plus fort que l'homme prend des risques et essaie d'être plus fort que la nature, et que ces risques ne sont pas spécialement récompensés. On a une autre où on parle d'oppression, de tentative de meurtre pour renforcer le pouvoir, de manipulation, pour essayer d'abattre un opposant, etc. Donc, qui est plutôt très cool aussi. On a quoi comme histoire? On a une autre histoire futuriste d'Immaculée Conception, je dirais, qui est très cool comme histoire SF, où une sorte de robot s'élève. Oui, donc il y a quand même des scènes un petit peu plus adultes, qui s'élève à la conscience et la maternité, et qui fera un peu tout pour sauver son enfant, qui est très très bien, avec cette planche-là qui est assez incroyable. Pareil, on a donc cette scène-là, une prise d'otage avec des enfants qui meurent, des femmes violées, alors, très imagé bien sûr, mais des gens qui sont violés, etc. C'est une manipulation de l'information. Ouais, Tezuka, il y va, tu vois, il fait mourir des enfants et tout. Celle-là, j'aime beaucoup aussi, ce qui est d'ailleurs la première histoire de l'autre recueil, qui est donc
quelqu'un qui va mourir pour les crimes de guerre, qui va donc devoir être fusillé. Et il y a tout un côté fantastique avec le contrôle du temps, etc. Moi j'aime beaucoup celle-là. Pareil, une autre histoire où c'est une nuit sur une discussion entre deux tueurs et qui bluffe le plus, en gros c'est un peu ça. Et le dernier, c'est une histoire qui s'appelle Le Kyste, où quelqu'un vit une sorte d'histoire surnaturelle avec une personne qui n'était pas censée exister. Ça rappelle beaucoup Ishinomori. C'est-à-dire que là, celle-là, elle est sortie en 68, quand Com était apparu, quand il y avait donc Jun, que vous ne connaissez pas encore. Hein. Et en fait, dans la manière de dessiner, ici, dans la manière de raconter, ça m'a fait énormément penser à du Ishinomori. Donc je pense qu'il y avait une grosse influence de ce côté-là. Donc de manière générale, moi j'ai trouvé ce recueil très cool. C'est toujours pareil, quand on a des histoires courtes, il y a toujours ce côté un peu frustration de vouloir avoir des histoires qui prennent un peu plus d'ampleur et des choses comme ça, mais c'est une bonne manière de découvrir du Tezuka, des histoires un peu plus matures, fantastiques, de ce côté-là. Donc ça, voilà, vous avez un aperçu des histoires derrière, et, euh, et donc... voilà, donc je peux que vous recommander de le découvrir, ça reste un volume de je sais plus combien, 350 pages, enfin bref, très sympa. Donc Rude aurait envie de le lire. Salut Wako, bienvenue. Et t'as l'histoire principale très convenue, mais j'ai apprécié les histoires courtes, donc tu veux dire Pomme Mécanique. Oui, voilà, Pomme Mécanique, mais après il faut le replacer dans un contexte comme si je pense que ça fait référence, il fallait revérifier les dates et tout, mais ça fait référence à la Corée du Nord pour moi, avec l'enfermement des habitants, on manipule l'information et tout, et c'est ça, donc remis dans le contexte, ça n'a pas exactement le même impact, cette histoire. Et je suis un peu déçu, c'est que d'habitude Issane fait des dossiers, bon, ils le font pas tout le temps, mais là, ce genre d'histoire, ça peut être pas mal de donner au moins un petit texte en plus pour resituer les événements politiques de l'époque et ce qui se passait. Voilà pour Pomme Mécanique, donc très bonne lecture, j'ai beaucoup apprécié, ça m'a fait plaisir de le relire, j'avais un bon souvenir quand je l'avais lu en anglais, et là du coup c'est cool de l'avoir relu en français dans un beau format, ils sont pas donnés mais quand même c'est très joli, j'aime beaucoup aussi cet effet noir en fait qu'ils ont, et du coup toutes les pages à l'intérieur un cadre noir, ça rajoute un petit côté en plus, en tout cas j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est Pomme Mécanique. Manga suivant. Hop là. Manga suivant, c'est La Collectionneuse. Qui a acheté La Collectionneuse et qui l'a lu? Donc pareil, on en a parlé avec Monsieur Mangas. Donc c'est un titre que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Voilà. Donc ce sont des mini-histoires de 6 pages, c'est très très court. Et en fait, c'est des histoires qui vont mélanger surréalisme, un peu d'histoire horrifique, etc. Et c'est un mélange souvent de rêves avec des zombies, des fantômes, des monstres, avec des vengeances spectrales. Vous voyez, par exemple là, il parodie un peu les zombies avec la nana dont il est amoureux et en fait à la fin il reste qu'une tête, enfin ouais, c'est des petites blagues, des petits trucs comme ça, souvent des histoires, des petits retournements de situation à la fin de ce côté, et je sais pas, je suis totalement rentré dans les histoires à chaque fois, à découvrir un petit peu des fois des boucles temporelles aussi. Hop là, il y a quelques petites scènes, voilà. Pareil, son dessin, vous voyez, dès qu'il représente l'horreur, il prend une sorte de fusain. Je sais pas si c'est du fusain, hein. Une sorte de fusain de ce côté-là. Et en fait, je trouve pas que l'horreur marche spécialement, mais j'aime beaucoup son style graphique. À la fois les personnages, on disait effectivement, il y a un peu un air de Rumiko Takahashi, mais sur ce côté-là, ça me faisait penser à Meryuko's Life of Horror, qui est sorti chez Ototo. Il y avait ce côté-là, quoi. Donc c'est un mélange des deux. Et le manga, il est un peu cru hein, dans certains trucs. Et je trouve que à chaque fois, il arrive à renouveler les histoires. Et certaines histoires sont assez marquantes. Il y a des personnages aussi qui reviennent.
Et des fois, on est autant un petit peu dans l'humour, le décalage, la comédie, comme des fois des trucs un petit peu plus lourds avec de l'horreur humaine, avec des situations de meurtre, voire un moment de pédophilie, mais raconté de manière très intelligente. Et toujours voilà, des petits retournements de situation à la fin de chaque histoire. Donc il faut vraiment le lire avec calmement, doucement, et juste profiter en fait des trucs. Par exemple là, c'est une jeune fille en fait qui est capable de faire de faire apparaître sortes de monstres ou avec ses ensemble de règles. Et à un moment, sauf qu'elle a un problème et sa mère, elle fait pas apparaître la même chose. Donc voilà, c'est le genre d'histoire comme ça. Alors les histoires qui sont tous dans un style graphique différent. Il y a une histoire que j'aime beaucoup, par exemple. Ouais, j'adore graphiquement, j'adore ce qu'il propose. J'adore l'ambiance. Des fois, on a des contes. Des fois, c'est juste un meurtre. Il y a une histoire qui m'avait beaucoup plu. C'est hop là. Alors, il y a des références aussi, tu vois, ça fait beaucoup penser à The Ring, donc je ne me rappelle plus le nom en japonais de ça. Il y a une histoire qui m'a beaucoup plu, la 172. Voilà, cette histoire-là, par exemple, en fait, c'est une histoire qu'il faut lire à l'envers. C'est pour ça que les textes sont à l'envers aussi. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, par exemple. Je vous montre pas l'histoire, je vous laisserai la découvrir. Euh, et finalement, voilà. Et finalement, je me suis laissé embarquer dedans et l'ambiance et ce qu'il proposait. Et à chaque fois, je lisais que quelques petites histoires de ça, donc il n'y a pas de lien entre les histoires. Hein. Je lisais que quelques petites histoires et à chaque fois, je prenais plaisir à lire. Tiens, c'était cool, ces petites histoires étaient cool. Sans attendre un dénouement, un développement incroyable, parce qu'en 6 pages, on ne fait pas grand-chose. Ben, pour moi, ça a marché en tout cas. Je me suis laissé séduire par la proposition et par ce qu'il faisait. Voilà, si on prend la toute première, typiquement la collectionneuse, on a un fantôme qui la suit, et en fait là, celle-là elle est très soft, hein, et en gros, elle piège le monstre, et on se rend compte qu'en fait elle fait une collection quoi, de monstres. Voilà, c'est plusieurs histoires comme ça derrière. Donc voilà, comme tu dis, c'est très efficace, en peu de pages, et donc ce Yuzuki Takahashi, j'ai énormément apprécié ce qu'il a fait, sachant que j'apprécie d'autant plus que ça reste pour un public adulte par sa représentation, par ses mécanismes, et des fois il y a des planches super belles comme ça. C'est pas, vous n'allez pas avoir peur avec ce manga, hein, c'est pas du tout le but, c'est plutôt vous surprendre en fait à chaque fois. Et en tout cas, ça a fonctionné de mon côté. C'est pareil, l'histoire sur hop là, la pédophilie, voilà. En fait, c'est un fantôme, mais qui est écrit à travers des textes comme ça. Et c'est super quoi. Donc dessin top, enfin moi j'ai adoré, en tout cas j'adore les dessins, j'adore le trait, l'ambiance, l'univers, ce qu'il propose. Moi ça a été, c'était pareil, c'est un petit coup de cœur dans mes lectures. Beaucoup plus soft oui non, en termes ça n'a rien à voir entre l'Irika qui est clairement pornographique et là la collectionneuse où c'est de la nudité. Hein. Donc non non, c'est pas la même. Donc toi Boris, ça a été un coup de cœur aussi, etc. Donc voilà, moi je vous le conseille, vraiment lisez-le, très très bien, c'est un bon titre. Et bien je vous propose de passer à la suite, mais avant je vais m'asseoir. Hop. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Qui va l'acheter du coup la collectionneuse? À qui ça donne envie? Dites-le moi, c'est cool. Moi j'aime bien savoir justement, ça me fait plaisir quand vous m'envoyez des petits messages, ah j'ai acheté ça, ça m'a plu. Voilà. Après vous avez le droit aussi de me dire ça m'a pas plu. Hein. Comme j'ai dit, c'est mes goûts, c'est ce que je cherche, et je peux tout à fait comprendre que ça ne me plaise pas. Alors, le manga suivant, j'ai pas mal lu hein, ce mois-ci, comme je vous ai dit, j'ai lu beaucoup de choses. Donc, on va parler d'un manga qui est ressorti récemment chez Mangetsu, qui s'appelle Le Cheminot ou Popoya chez Mangetsu. Alors,
non pas que je voulais pas acheter l'édition Mangetsu, même si c'est vrai que ils l'ont placée dans une gamme de prix assez élevée et un format pareil très grand. Mais c'est plutôt que j'avais déjà cette édition depuis très longtemps, de peut-être 2 3 ans. Et en fait, je l'avais acheté sur les recommandations de Pedro, qui en avait fait à l'époque un post Instagram très élogieux. Et du coup, je l'avais acheté à ce moment-là. Sauf que il est resté dans mes cartons, je ne l'ai jamais lu, il est resté là. Et là, je me suis dit, bon, allez, c'est l'occasion de le lire. Il y a la nouvelle édition qui est sortie. Donc, je l'ai sorti, je l'ai lu, me disant, ça y est, c'est fait, on n'en parle plus. Donc c'est même pas dans l'idée de pourrir l'édition existante, c'est juste que je l'avais, donc du coup, je l'ai lu. Alors, le cheminot, il faut savoir que il y a deux histoires. Alors, ce qui est assez drôle, c'est une édition Panini de l'époque qui coûtait 14 euros. Et ça, aujourd'hui, on l'a plus à 14 euros. Donc, alors le papier, par contre, est vraiment de l'époque dans le sens où on a une certaine transparence. Vous allez voir, ça, c'était un peu les standards d'époque. Donc, la version, malgré tout, de Mangetsu, on est sur du semi-glacé ou glacé. Donc voilà. Merci Lilor. Bonne nuit. Donc la première histoire, en fait, on va retracer l'histoire d'un cheminot, un cheminot qui est très, comment dire, très professionnel, hein. C'est-à-dire que avant tout le travail, c'est sa priorité dans la vie, parce qu'il vit dans une petite gare et grâce en fait à son travail, il permet à des gens d'aller à l'école, d'aller travailler, de faire tout ça, mais au point où il va même en gros s'oublier en fait, oublier sa vie de famille, même dans des événements qu'il va vivre de manière tragique, en fait il va d'abord aller s'occuper de sa gare et ensuite s'occuper de sa famille. Et donc ce qui lui posera quand même pas mal de problèmes tout le long. Et donc c'est une histoire qui est extrêmement touchante parce qu'en fait elle arrive à un moment où il doit bientôt prendre sa retraite. Mais en fait, cette gare, elle doit fermer. En fait, il n'y a plus assez, elle est plus rentable. Et en fait, cette gare est un petit peu gardé sous respirateur parce qu'il est là en fait et il fait son travail et ils attendent qu'il parte à la retraite pour ça. Donc et donc on va tracer à travers certains, enfin en gros tout le monde des personnes le rencontrent à la gare, lui va faire d'autres rencontres et grâce à ces rencontres en fait il va prendre du recul. On va revoir sa vie, retracer sa vie et peut-être des erreurs qu'il a pu faire ou en tout cas les actions qu'il a pu faire à ce moment-là. Donc c'est un manga qui questionne aussi beaucoup sur le pourquoi de son travail, la raison de son travail. Lui, il le sait, pourquoi il faisait ce travail-là, même si les autres ne le comprenaient pas. Et surtout, ça montre aussi une sorte de dévotion à outrance que peuvent avoir certaines personnes, notamment des Japonais. Et cette dévotion-là, ça questionne de dire, est-ce que ça valait le coup de peut-être perdre tout au final. Même la gare en fait que tu as maintenue ne survivra pas puisqu'il compte la fermer au détriment de ta vie et ensuite se dire mais une fois que c'est terminé qu'est-ce qui va te rester en fait, tu n'as plus rien et donc ça c'est un truc où comment dire, qui questionne beaucoup sur son rapport à la vie, au travail, à nos attentes, etc. Et qu'est-ce qui nous rend heureux, c'est quoi notre raison de vie, etc. Donc c'est un manga qui est extrêmement touchant, qui va faire vivre certains moments tragiques. Et du coup, c'est un manga qui vraiment vaut le coup d'être lu. C'est très beau comme histoire. C'est magnifiquement dessiné aussi. C'est l'auteur de... Alors il y a deux auteurs, mais il y a un des auteurs qui est sur Mother Sarah aussi. Je ne savais pas que c'était lui. Et sur d'autres titres, j'ai oublié. En tout cas, voilà, c'est une belle histoire en fait. C'est une belle histoire très bien racontée. Qui prend le temps justement de se développer au fur et à mesure et on est un peu enveloppé dans cette ambiance campagnarde au moment où il fait froid, dans l'hiver, on ressent, il y a des belles planches aussi de neige, je ne sais pas si on le voit là, on voit par exemple quand la ligne a été lancée, hop là, je sais plus, j'ai passé la page mais c'est pas grave, quand la ligne a été lancée par exemple, on va revivre des moments comme ça. Et des moments, il y a des magnifiques plans
de neige comme ça, qui sont super beaux, qui rentrent. En fait, on a l'impression un peu de sentir le froid de cette époque. C'est vraiment super. Ah voilà, Mibu Gishiden. Très bien. Tu fais bien de me le dire, Boris, parce que justement, quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment donné envie de découvrir Mibu Gishiden. Et c'est dommage qu'il ne se fasse pas en numérique, mais je pense qu'à terme, je finirai sûrement par les acheter. Merci Thomas, bonne soirée. Et donc voilà, donc en fait, je ne vais pas montrer plus de l'histoire. Et donc voilà, c'est une belle histoire franchement à découvrir. Peu importe ce que vous préférez comme édition, c'est pas le sujet ce soir. Et donc, comment dire ça, c'est une histoire qui vaut le coup en tout cas. Dedans, il y a une deuxième histoire, donc qui s'appelle La lettre d'amour. Et cette histoire, parce que l'autre le fait, il n'y a pas les pages. Et cette histoire, en fait, c'est une histoire qui est un petit peu en dessous, mais en même temps, juste avant, on avait quand même une histoire qui était déjà de très très haut niveau, en gros. Donc c'est toujours difficile de lire une autre histoire derrière. Et en fait, c'est une histoire où il doit... ce mec-là, en fait, s'est marié avec une femme qu'il ne connaît pas, qui n'a jamais vécu, mais qui lui a permis, en fait, à cette femme d'être au Japon et, en fait, de continuer à rester au Japon, mais dans un réseau de prostituées. Donc, en fait, c'est un mariage arrangé juste pour le sorte de clan, enfin, etc. Sauf que cette femme meurt et il se retrouve à devoir d'être dans l'obligation, comme c'est son mari, de s'occuper des funérailles de ce mariage bidon. Et donc on va suivre cette personne qui va aller comment dire, à découvrir qui était cette personne, cette femme. Et cette femme lui a laissé une lettre qu'on découvre à la fin. Et cette lettre justement, est assez émouvante, assez touchante. Il faut savoir que dedans, bon, on va voir aussi comment ces femmes sont traitées, typiquement comme de la marchandise de ce côté. Et, et c'est rien de plus. Et donc, on les frappe pas parce qu'il faut pas abîmer la marchandise. C'est juste pour ça. C'est pas pour elle. Donc, ça évoque en fait c'est la vie de ces prostituées de ce côté-là. Alors, le défaut que je trouve, c'est que, bon, bien sûr, la prostituée est magnifique, mais ce que je trouve surtout, c'est que la lettre, en fait, elle est très belle, mais elle n'a pas été distillée tout le long du récit. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec, d'un coup, la lettre qui se dévoile, avec un récit qui était peut-être un peu long à se mettre en place, à comprendre qui est cette femme, etc., patati, alors que il aurait pu y avoir du mystère avec cette lettre. Et finalement, l'émotion de la lettre, elle marche, mais on passe de suite à autre chose parce qu'on n'a pas vraiment eu d'empathie pour cette femme-là. On ne sait pas qui c'est, on découvre au fur et à mesure. Donc c'est sympa. Elle était agréable à lire, on ne peut pas dire que c'est une mauvaise histoire, mais elle n'a clairement pas l'intensité qu'avait donc le cheminot. Donc c'est pas mauvais, il faut elle est toujours agréable et bienvenue derrière, mais c'est pas en tout cas pour cette histoire-là que vous allez acheter ce livre. Donc voilà, donc c'était mon avis sur ça. J'ai beaucoup aimé. Ça fait partie de ces petites œuvres qu'on a envie en fait de partager, de dire mais tiens, ça c'est une super histoire, c'est très beau, lis-la, et je pense que certains tireront leurs petites larmes pour les plus sensibles.